À toutes et à tous, merci de votre aimable attention. Ce soir, Mamadou Diouf vient décrypter avec nous la situation à l'est de la République démocratique du Congo, où le pouvoir central et l'AFC M23 s'accordent sur le mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Bonsoir et bienvenue, Mamadou Diouf. Merci, bonsoir Etonam. Vous êtes éditorialiste. Tout à fait. Alors, le groupe politico-militaire AFC M23 et le gouvernement congolais ont signé mardi à Doha, au Qatar, un mécanisme conjoint pour vérifier le respect du cessez-le-feu. Comment qualifiez-vous ce pas? Mais on vient de faire le pas qu'il fallait faire depuis longtemps et qui n'avait pas été fait. Quand au départ, le président de la RDC et le président du Rwanda se sont retrouvés au Qatar, je disais que c'est très bien, mais ça ne règle pas le problème. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le président rwandais ne reconnaît pas que le Rwanda est impliqué dans ce qui se passe au niveau de la RDC. De la même manière, quand les ministres des Affaires étrangères ont signé un accord aux États-Unis, j'avais dit exactement la même chose. C'est des accords de principe et quand on regardait les textes, il n'y avait que des choses qui ont un caractère général. Maintenant, on est dans véritablement la solution pratique parce que je disais que tant que les accords ne descendent pas sur le terrain, il n'y aura rien du tout. Mais c'est ça la réalité parce que sur le terrain, c'est le M23 qui combat la RDC, même s'il est clair que ce M23 est soutenu par le Rwanda. Donc, on ne peut pas signer avec le Rwanda. Sauter le M23, ce qui a été fait aux États-Unis, c'est ce qui a été fait également au niveau du Qatar, ce qui fait que malgré toutes ces signatures, la guerre a continué sur le terrain, puisque le M23 n'avait pas été pris en compte. C'est pourquoi Doha a dû après continuer d'autres démarches pour faire en sorte que le gouvernement de la RDC et le M23 puissent signer d'abord un accord, mais en plus de l'accord, qu'on puisse s'accorder sur le cessez-le-feu. Parce que quand on dit cessez-le-feu, on s'accorde, ça commence à minuit, on s'accorde sur ce qu'on appelle le positionnement, chacun reste dans ses positions, personne ne bouge plus, ou parfois même on dit les positions sont trop proches, que chacun recule de 3 km pour éviter que la rupture du cessez-le-feu soit très facile. On laisse une zone de tampon. Une zone tampon, oui. Il n'y avait rien de tout cela. Maintenant, c'est cet accord-là qui vient d'amener cela, qui va pouvoir permettre qu'on sache clairement quel est le contenu du cessez-le-feu. L'accord amène un élément supplémentaire. D'habitude, quand il y a cessez-le-feu, il faut le contrôler. Puisque rapidement, il y a les accusations de celui qui a rompu le cessez-le-feu, c'est l'autre qui l'a rompu. L'accord a prévu un mécanisme paritaire entre le gouvernement et le M23 pour le contrôle de ce cessez-le-feu. Alors, est-ce que cet accord va permettre d'ouvrir la voie des discussions sur les causes profondes du conflit dans l'est de la RDC? C'est l'objectif parce que c'est une étape qui va permettre, quand la guerre sur le terrain va s'arrêter, d'essayer maintenant de trouver les véritables solutions par rapport à la crise qui a entraîné cette guerre-là. Et quand on voit la façon dont ça s'est fait, on voit qu'on va vers cela, puisque sur l'accord de cessez-le-feu, vous avez l'Union africaine, que l'on prend comme observatrice, vous avez le Qatar, vous avez également les États-Unis, vous avez la MONUSCO qui est encore sur place, bien que la RDC avait à un certain moment demandé le départ de la MONUSCO. Justement, ça a été un sujet de discorde. Bien sûr, puisqu'il y a eu des manifestations, il y a eu des morts, on a attaqué les gens de la MONUSCO, c'est eux qui vont les appuyer sur le plan logistique. En faisant quoi exactement? Mais la MONUSCO est très habilitée pour faire le contrôle de ce cessez-le-feu, par exemple, et de pouvoir rendre compte aux États-Unis, au Qatar, à l'Union africaine, qui sont considérés comme des observateurs au niveau de ce comité paritaire, et à qui on peut signaler que telle personne a rompu le cessez-le-feu pour que des sanctions éventuellement soient prises, pour qu'on reste dans le cessez-le-feu. Puisque dès que l'on rompt le cessez-le-feu, si aucune réaction n'est faite, la tendance de l'autre, c'est également de le retrouver dans la rupture du cessez-le-feu et la guerre va reprendre malheureusement dans ces conditions-là. Donc, il y a quand même aujourd'hui des éléments clairs où on dit voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire. Maintenant, il reste le fond. Ce que j'appelle le fond, les ressources financières. C'est pas seulement les ressources financières, c'est le désarmement. Qu'est-ce qu'on fait du M23 ? Il faut désarmer ceux qui ne sont pas des militaires. Parce que donc le monopole. Cette signature ne règle pas encore non, pas du tout. Problématique. La signature, les accords de principe au niveau de Washington prennent cela en compte, mais dans un accord global où on a plus des principes
qu'un procédé qui permet de savoir voilà ce qu'on va faire. Dans l'accord des États-Unis, par exemple, mais les États-Unis reconnaissent implicitement que le Rwanda est là-bas. Le Rwanda même refuse de... Refuse, oui, mais c'est reconnu implicitement parce qu'on demande au Rwanda de retirer son matériel militaire, on demande de faire des forces mixtes au niveau de la frontière pour la sécurisation, etc. On demande à la RDC également d'arrêter de soutenir les FDLR que le Rwanda considère comme des rebelles qui se battent contre son pouvoir, etc. Il y a une tentative d'équilibre, mais on n'est pas allé à quelque chose de concret. Il faut qu'on concrétise cette affaire-là parce qu'on ne peut pas régler ce problème avec les soldats du Rwanda qui sont toujours sur le sol de la RDC. Un autre élément, qu'est-ce qu'on fait de ces militaires qu'on a désarmés? On va les intégrer ou pas? Ça crée un débat en RDC parce qu'il y a déjà dans l'armée de la RDC des militaires qui avaient été désarmés et qui, pendant la guerre, à un certain moment, sont allés rejoindre à nouveau le M23. Les rangs du M23. Oui. Donc ça pose un problème. Est-ce qu'il faut les intégrer? Est-ce qu'il ne faut pas les intégrer? Si ce problème n'est pas réglé, on ne s'en sort pas. Il y a la question de l'autorité de l'État. Les zones qui ont été prises par le M23, qui administre ces zones? Actuellement, de façon pratique, c'est le M23. Est-ce qu'on va remettre l'administration de ces zones à la RDC? Tout ça, c'est des questions. Au pouvoir central de Kinshasa. Tout à fait. Donc ça montre que c'est vrai, il y a un principe qui est là, mais il y a des questions qu'il faut régler. Pour que l'administration centrale revienne au niveau de cette zone, qu'est-ce que le M23 va demander en retour? Est-ce que ces questions sont aussi complexes que ça? Complexe, je dirais non. Si le M23 est constitué par des éléments qui sont des citoyens de la RDC, tout comme l'État de la RDC, ces gens doivent pouvoir s'asseoir et regarder où se trouve l'intérêt de leur pays. Vous avez un vaste pays, extrêmement riche, qui a du mal à décoller parce que depuis plus de 30 ans, c'est des rébellions et des rébellions à ne pas finir. Vous voyez, on parle actuellement de M23. Depuis quelque temps, on ne parle que de M23. En oubliant qu'il y a les ADF qui sont là. Pourtant, pendant des années, on ne parlait que des ADF, on ne parlait plus les ADF du qui M23. Viennent de l'Ouganda. De l'Ouganda, effectivement. On ne parlait plus du M23. C'est quand le M23 a repris les armes, puisque ça a créé une guerre qui dépasse ce qui se faisait avec les ADF, on a semblé les oublier, alors que les ADF sont toujours actifs. Il va falloir résoudre également ce problème. Il y a un autre problème qui est là avec beaucoup de groupes armés. Il y a plusieurs dizaines de groupes armés, y compris des milices, ce qu'on appelle les Wazalendo, les Banyamulenge. Il y en a de toutes sortes. Les groupes d'autodéfense. Oui, mais le problème que ça pose, ça qu'ils s'appellent. Le problème que ça pose, c'est que ces groupes-là également, tantôt s'allient à l'armée régulière, tantôt s'allient au M23. En fonction de leurs intérêts. Maintenant, ces groupes, qui sont plutôt des groupes indépendants, parce qu'ils ne dépendent ni d'un côté ni de l'autre, est-ce que ces groupes vont aller dans le sens de respecter le cessez-le-feu? Est-ce qu'ils vont se mettre dans le sens des accords qui sont en train d'être signés, alors qu'on ne les a pas associés, c'est clair, au niveau de ces accords, ça fait partie des risques. Alors, quel est le sort aussi des prisonniers de guerre? Généralement, après un accord de cessez-le-feu, un des éléments qui montre que le cessez-le-feu conduit vers des négociations, c'est qu'on accepte facilement par l'intermédiaire de la Croix-Rouge de faire d'abord l'état des prisonniers, parce que souvent, parfois, on ne sait même pas que telle personne est prisonnière à tel endroit. Souvent, c'est la Croix-Rouge qui fait ce travail. Et souvent, c'est par la Croix-Rouge qu'on passe, par exemple, pour faire un échange de prisonniers quand on est d'accord que, bon, il n'y a plus de raison que la guerre continue. S'il n'y a plus de raison que la guerre continue, il y a également plus de raison pour qu'il y ait des prisonniers. Alors, c'est dans ce contexte que Joseph Kabila refait surface 2 semaines après sa condamnation à mort par la justice militaire congolaise qu'il a reconnue coupable de, je cite, trahison, crime contre la paix. Selon les informations du journal Jeune Afrique, l'ancien président de la République démocratique du Congo a convié plusieurs opposants pour une réunion à Nairobi au Kenya. Quel impact cette manœuvre de l'ex-chef d'État, aujourd'hui devenu opposant, pourrait avoir sur le processus de paix dans l'est de son pays, la République démocratique du Congo? Mais Kabila est en train d'utiliser une astuce en se rendant compte que dans la négociation au Qatar, tout comme dans la négociation aux États-Unis, où vous l'avez vu, on est en train de le mettre complètement à l'écart. C'est la première chose. La deuxième chose, il a été condamné par contumace, il n'était pas présent au moment du procès. Il est en train de vouloir dire aux gens, attendez,
ma place, ce n'est pas dans la prison. D'ailleurs, quand il est revenu... C'est justement à la peine capitale, hein, tout à la fait. condamnation. Oui, mais je parle de prison parce qu'ils ont suspendu, ils ont après ramené, mais bon, je ne crois pas qu'ils vont arriver à ce niveau quand même. Mais ce qui est important, c'est que quand il est revenu au niveau de la RDC, en revenant dans la zone occupée par le M23, tout le monde avait dit c'est de la complicité. Lui, il avait dit non, il veut venir participer au rétablissement de la paix au niveau de la RDC. Quand vous regardez cette rencontre, c'est ce qu'il dit également. Mais pour le moment, la rencontre est plutôt un échec parce qu'on n'a vu aucun des leaders de l'opposition à Nairobi à cette rencontre. Donc pour le moment, il n'a pas du tout réussi ce qu'il voulait, c'est-à-dire faire en sorte qu'avec l'opposition, qu'on puisse aller loin. Il l'avait réussi à un certain moment puisqu'il avait signé une déclaration avec les Fayulu, Katumbi, pour soutenir l'initiative de l'Église catholique et de l'Église protestante pour qu'on fasse une réconciliation de façon inclusive, non pas la question du M23, mais qu'on règle toutes les questions. Là, il avait réussi à le faire, mais à un certain moment, les Katumbi et autres se sont éloignés de lui en se rendant compte. Oui, Moïse Katumbi et Fayulu avaient commencé à prendre leur distance en considérant qu'il était trop proche du M23, alors que eux, ils condamnaient ce que le M23 fait et que lui, il ne l'avait jamais fait. Donc c'est quelqu'un qui est en train de vouloir rebondir parce qu'il est déjà condamné. Il n'est pas en mesure d'aller en RDC, sauf dans la zone où se trouve AFC M23, mais il est en train de vouloir rebondir à l'international pour qu'on le mette également dans les négociations pour qu'éventuellement qu'il ait amnistie ou je ne sais pas trop, quelque chose lui permettant de redevenir un citoyen ordinaire dans son pays. Est-ce qu'il pourrait y parvenir, Joseph Kabila? Ce n'est pas évident parce que les accusations sont graves, la condamnation elle est forte, parce qu'on l'a condamné avec la peine maximale. Parce que, pas de trahison, de crime contre la paix. Effectivement. L'autre élément, c'est que lui également, il a commis des erreurs. Comment dans une RDC qui est en guerre contre le M23, où on accuse le Rwanda d'être derrière le M23, tu passes par le Rwanda, tu viens t'installer dans la zone où se trouve le M23. Ça ressemble exactement à ce qu'on avait vu en République centrafricaine avec l'ancien président Bozizé. Quand il s'est mis dans la zone du CPC et tout le monde avait dit, mais attendez, voilà la meilleure preuve que lui et les gens là, au moins, ils s'entendent très bien parce qu'ils se trouvent dans la zone où se trouvent les rebelles armés contre le pouvoir en place. Donc ça fait partie de ce qui finalement a bloqué un peu un certain rapprochement qui avait commencé à exister entre lui et certains membres de l'opposition qui tous soutenaient l'initiative de l'Église catholique et de l'Église protestante. C'est Félix Tshisekedi qui n'a pas véritablement soutenu cette initiative, alors que moi je pense que c'est l'initiative qui peut permettre à la RDC de régler ses véritables problèmes, au lieu de régler des problèmes par l'intermédiaire d'un Qatar qui voit ses intérêts en jeu, ou par l'intérêt des États-Unis qui voit ses intérêts également en jeu. Ces deux pays ne mettent pas au devant l'intérêt des populations de la RDC. Alors, les combats se sont poursuivis ces dernières semaines, notamment dans la province du Sud Kivu, où l'AFC M23 a conquis récemment certaines zones comme Nzirbira. Êtes-vous optimiste sur les effets concrets de cette signature sur le terrain? On peut être optimiste en regardant le processus. Qatar, États-Unis, Qatar à nouveau. L'Union africaine? Oui. Ça veut dire que quand même, depuis un temps, il y a des pas qui sont franchis. La difficulté, c'est que immédiatement après la signature de cet accord, le M23 accuse le gouvernement d'avoir violé ces accords en bombardant le Nord Kivu et le Sud Kivu. Malheureusement, quand on parle de cessez-le-feu, c'est toujours le problème. Les deux armées essayent de bombarder jusqu'à la limite de la date de début du cessez-le-feu, ce qui amène parfois une partie à vouloir rendre les obus et les balles qu'on les a envoyés, ce qui fait qu'on dépasse l'heure qui est indiquée pour le cessez-le-feu. Mais ça, c'est du déjà vu. Puisqu'il le dénonce, il y a la commission paritaire qui est là. Si la commission paritaire prend ses responsabilités, je me dis que ni le M23, ni le gouvernement de la RDC ont intérêt à ce que cette guerre-là continue. Surtout les populations de cette zone qui, depuis 30 ans, sont dans la guerre. Ce n'est pas exactement la même guerre, puisque les groupes rebelles ne sont pas les mêmes. Ces populations veulent et méritent de vivre en paix une bonne fois pour toutes. Je crois que si on regarde cela,
il est possible, à partir d'un cessez-le-feu respecté, d'aller vers une solution durable, pour ne pas encore parler de solution définitive. Alors, la France organise bientôt un sommet pour une levée de fonds en faveur de l'Est de la RDC. Dans un contexte où l'Afrique veut prendre en main sa paix, sa stabilité, est-ce que cette variété de pays au chevet de la RDC pose un problème pour vous? Mais ça pose un problème. La multiplicité de la médiation pose un problème. La meilleure médiation, c'était la médiation de la zone, puisque de façon générale, c'est comme ça qu'on fonctionne sur le continent africain. Quand il y a des problèmes dans un pays ou entre des pays qui appartiennent à une zone, on demande à l'organisme de cette zone de prendre le devant. Mais malheureusement, l'organisme qui est dans cette zone n'est pas fonctionnel. Il faut dire les choses comme elles sont. La deuxième chose, la médiation de l'Union africaine qui a commencé par le président angolais n'avait pas pu résoudre le problème puisqu'il a essayé de rassembler à 2 reprises le président de la RDC et celui du Rwanda. Il n'avait pas réussi à le faire, mais les éléments qu'ils avaient utilisés pour la médiation, ce sont ces mêmes éléments qui sont repris par les Américains, qui sont repris également par le Qatar. Actuellement, la médiation est entre les mains du président togolais, puisque c'est lui qui est le chargé de cette médiation au niveau de l'Union africaine. Mais il est bon qu'il y ait un rapprochement au moins entre ces médiations, voire même qu'on mette ensemble une commission qui met ensemble toutes ces médiations pour qu'on trouve véritablement une solution. Et qu'on n'oublie pas la médiation interne des églises de la RDC. Pour moi, c'est cette médiation qui va pouvoir véritablement régler le problème sur place. Parce qu'eux, ils ne sont pas intéressés par les terres rares, par les richesses minières, etc., comme les États-Unis et le Qatar. Ils vont vouloir régler le problème de leur propre pays. Et il n'y a pas, à mon avis, mieux indiqué que eux pour aller vers ce qui va pouvoir être la solution pour la RDC. Ce sera tout pour la RDC ce soir. Merci Mamadou Diouf d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.